Bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour la suite de comment réussir son référencement web. Euh, donc, on va s'occuper du troisième chapitre qui nous parle de la préparation du référencement. J'avais dit la dernière fois que ça allait être un peu plus pratique. Finalement, non, c'est pas le cas. Donc, on va voir ensemble de quoi ça nous parle, puis découvrir un petit peu les différents points de ce chapitre. Donc, on aborde ici en fait le concept de la longue traîne, donc, qui est important. C'est juste pour se rendre compte déjà, c'est vous avez quelques mots, par exemple dans tous les secteurs, ça par exemple le secteur du sport, par exemple, les gens qui veulent acheter des chaussures de sport, il y a quelques mots qui sont tapés très fréquemment par la plupart des internautes. Par exemple, je sais pas, chaussures de tennis, tennis, chaussures, etc. Ce genre de choses. Imaginons. Eh bien, on va dire que 20% des recherches, c'est utilisé avec ces termes-là. Par contre, vous avez tout le reste, c'est que des expressions différentes. Donc ça représente une très grande partie. Donc il y a moins de trafic, on va dire, avec toutes ces autres expressions, moins de trafic séparément, mais sur l'ensemble de toutes ces combinaisons, ça peut vous ramener jusqu'à 80% de visites. Donc je m'explique. Pour regarder ce graphique, là vous avez en fait par exemple les termes qui sont, les quelques termes en fait, qui sont le plus souvent tapés par les internautes. Donc si vous voyez, la densité est très grande, elle est très importante, c'est des termes qui sont très utilisés. Mais ça ne représente que 20%. Toute cette partie-là, qui représente on va dire 80% du trafic, c'est que des combinaisons différentes. Donc c'est pour ça que la traîne est aussi longue, il y a une infinité de combinaisons. Puis ici, on a juste quelques combinaisons et puis ça fait déjà un volume de base, quoi. Donc le 20%, c'est combinaison classique, 80% que des combinaisons diverses et variées. Voilà. Donc on va voir en fait il y a un cas par exemple qui a été pris sur un site donc, de Abondance, un site de référencement. Alors, en fait, ils se sont aperçus que il y avait 10 mots seulement, donc avec 10 mots qui récoltaient 20% du trafic. Donc il y avait une combinaison de 10 mots. Par contre, 80% du reste, c'était que des expressions différentes. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur le 80% restant, ça représentait 25 000 mots différents. Contrairement à le 20% du trafic qu'on vient de voir et qui représente seulement 10 mots. Donc vous voyez, si vous essayez de positionner sur les 10 mots avec 20% du trafic, c'est déjà ultra concurrentiel, et en plus ça représente finalement le 1/5 du trafic. Donc autant essayer de s'améliorer dans le positionnement de la longue traîne avec toutes ces expressions différentes, vous aurez beaucoup plus de chances de vous positionner. Vous voyez là il y a un tableau qui montre un petit... vous voyez ici on voit par exemple, il y a eu 19 000 requêtes hein, et chacune a amené en fait une visite. Voilà. Donc c'est vrai que ces requêtes individuellement rapportent presque rien en termes de trafic, mais sur le volume, ça peut représenter quelque chose d'important. Donc on va passer un petit peu plus loin. On passe à la perception des avis concernant les mots-clés en fait. Donc comment choisir les bons mots-clés? Ce qui est important, c'est aussi de demander à des personnes externes qui puissent vous dire voilà comment moi je rechercherais dans Google ton service ou ton site ou ta boutique. Alors, ce qui se passe, c'est que vous allez utiliser des termes en tant que professionnel. Si je prends par exemple mon cas, je sais pas, moi je vais mettre peut-être par exemple module PrestaShop, ce genre de choses, module PrestaShop pour la Suisse, etc. Et puis mes clients, par exemple, vont chercher vendeur de module PrestaShop. J'ai jamais mis ce terme vendeur de module PrestaShop, par exemple, parce que pour moi, on n'est pas un vendeur de modules. Et c'est pour ça que la manière dont recherche le client et la manière dont je structure mon site peuvent être différentes. C'est pour ça que c'est important que les termes que vont utiliser mes clients soient présents en fait dans mon site. C'est pour ça qu'il est important de demander à des personnes externes
comment ils rechercheraient votre service ou votre prestation dans Google. Là, il y a une petite anecdote qui parle en fait d'une entreprise dédiée dans le luxe où la personne voulait mettre comme terme soulier au niveau de la recherche. Donc c'est ça qu'il voulait appuyer et non pas par exemple chaussures ou bottines, etc. C'est vraiment soulier. Alors donc le responsable de l'entreprise voulait mettre ça, alors qu'en fait soulier c'est les personnes on va dire qui un langage déjà soutenu qui disent un soulier quoi. Et c'est un langage un peu plus d'époque. Euh, pour ça que des fois des choix comme ça au niveau du terme peuvent être pénalisants au niveau de la visibilité d'un site. Ensuite, on va parler de Google Suggest. Donc, qu'est-ce que c'est Google Suggest? Je peux montrer une petite capture. Voilà, donc c'est normalement les suggestions qui sont émises par Google quand vous tapez dans la recherche. Ce qui est intéressant, c'est de se servir aussi de ces mots. Ça veut dire que s'ils sont dans Google Suggest, c'est des termes qui sont régulièrement tapés par les internautes. Donc, ça peut être déjà bien qu'ils soient présents dans vos pages ou dans la structure de votre site. Mais si ces termes sortent là, il y a de fortes chances aussi qu'ils appartiennent à ces 20% de termes très populaires. Donc il est important aussi de ne pas négliger tous les autres termes annexes et les mettre aussi dans votre boutique. Donc voilà pour Google Suggest. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok. Bon, ce qui est encore... ouais, il y a un point qui est soulevé, c'est que finalement... On se dit comme il y a Google Suggest, l'utilisateur il va juste prendre un résultat dans la liste et puis il ne va pas le taper lui-même. Donc du coup il va se limiter au résultat de Google. On pourrait imaginer ça comme les utilisateurs ont la flemme, ils prennent le résultat qu'ils proposent. Ce qui est à la fois moyennement vrai puisque vous avez aussi une recherche depuis le navigateur en haut à droite par exemple. Et puis là il n'y a pas forcément la suggestion ou aussi les gens quand ils recherchent quelque chose d'assez spécifique, il n'y a pas forcément la suggestion qui remonte. Donc c'est important aussi de tenir compte des termes moins populaires, même si Google ne les propose pas dans sa recherche instantanée. Voilà. Ensuite, on nous parle des fautes d'orthographe, donc il faut en tenir compte, etc. Pour les fautes d'orthographe, moi ce que je conseille, c'est si vous faites du AdWords, vous pouvez acheter des mots-clés avec des orthographes incorrectes et les positionner en recherche exacte. Ça veut dire que vous devez mettre en 2 crochets le mot-clé. Ça veut dire que les personnes, s'ils tapent exactement ce mot-clé avec cette faute, bah, ils vous font sortir telle ou telle pub, par exemple. Ça peut être intéressant pour les fautes d'orthographe. Ou encore de faire une page à l'intérieur de votre site qui va lister toutes les fautes d'orthographe courantes tapées par vos clients. Et le but, à travers cette page, c'est de dire oups, il semble que vous êtes trompé de syntaxe. Déjà, X clients nous ont recherché de cette manière durant ce mois, par exemple. Donc, c'est une petite page humoristique, par exemple, qui va juste lister tous les termes que tapent les clients de manière fausse, incorrecte. Et le but, en fait, c'est que cette page soit indexée par le moteur de recherche et que les clients atterrissent sur cette page pour ensuite naviguer dans votre site. Donc, le but, c'est de capter la personne. Est-ce que ça ramène vraiment du trafic? Est-ce que c'est vraiment intéressant de faire ça? C'est une piste. J'ai jamais expérimenté, mais pourquoi pas. Surtout si votre marque ou votre nom prête à confusion et que les gens ils ont tendance à taper faux. Là, par exemple, une note, par exemple, pour Arnold Schwarzenegger, il y a de grandes chances que quand on écrive ça, on fasse faux. Donc, si on a une page avec toutes les combinaisons de Arnold Schwarzenegger, on pourrait capter la personne peut-être plus facilement. Donc, on va aller voir ça plus loin. Alors, ensuite, on nous parle de la recherche des mots-clés, comment retrouver des mots-clés intéressants. Donc, il y a un service qui s'appelle Google Planner, Google Keyword Planner, par contre. Excusez pour l'accent anglais. Ça vous permet en fait de trouver des mots-clés intéressants intégrés à votre site. En gros, vous mettez un terme et lui va vous proposer plein de termes annexes. On peut voir ici, par exemple, là, pour une recherche, là, qu'est-ce qu'ils ont recherché? Ils ont recherché le terme référencement. Et puis, donc vous pouvez voir en fait différents résultats qui sont proposés. Et là, on a en fait le nombre de recherches mensuelles, si la concurrence est élevée, ce genre de choses, la diffusion.
Ça vous permet d'avoir une vision sur si le mot-clé il peut être intéressant pour vous ou pas, quoi. Et puis ça vous donne bien sûr des idées. Maintenant, je pense que ça c'est plus intéressant pour du Google AdWords que pour de l'intégration référencement naturel. Ou alors vous avez du temps à passer pour l'optimisation de votre référencement naturel. Mais connaissant les clients, c'est vrai que c'est des cas de plus en plus rares. Voilà. Euh, donc qu'est-ce qu'on nous dit aussi justement dans cette partie toujours de suggestion de mots-clés, c'est que entre 1000 et 10 000 résultats au niveau de la statistique, donc le nombre de recherches mensuelles, si c'est entre 1000 et 10 000, eh bien, ça vaut la peine de prendre le mot et de s'y intéresser, quoi. Donc c'est cette tranche-là apparemment qui peut être intéressante, quoi. Voilà. Et puis là, il y a une mention que si justement il y a plus de 50 000 recherches, hein, au-delà des 50 000, ça va être plus difficile de se positionner, quoi. Donc bon, si je regarde là, il y a un autre point à comparer en fait avec la recherche de Google, hein, aussi. Quand vous recherchez un terme dans Google, il vous inscrit normalement combien il y a eu de résultats. Donc comme sur cette capture ici, je ne sais pas si on voit. Voilà, ici par exemple, il dit environ 15 millions 400 000 résultats. Voilà. Et puis là, au niveau de la difficulté de positionnement, donc la mention c'est entre 50 000 à 100 000 résultats. Bah, il ne pourrait pas y avoir trop de problèmes pour se positionner. Après, au niveau si vous avez déjà 500 000 résultats, là il faut espérer que vous avez déjà des bons liens backlinks qui pointent vers vous pour avoir déjà une certaine notoriété aussi de votre site, pour la visibilité, pour rentrer parce que là vous serez en concurrence avec d'autres sites. Puis après au-delà, bon ben là, au-delà de 500 000 résultats, là c'est plus aléatoire, mais en gros il faut déjà une certaine notoriété assise, quoi. Donc en gros tout ce qui est inférieur à 100 000 résultats, là c'est accessible. Le reste, il faut déjà pédaler pour arriver, quoi. Après on nous parle d'un petit tableau des points. Alors, je vais peut-être vous montrer ici. En fait, ils ont fait une petite calculation des points en fonction du volume de recherche et puis aussi du nombre de mots-clés suggérés. Ah, c'est un petit peu technique là, je pense que pour vous expliquer tout comment fonctionne et toutes les règles, etc., c'est un petit peu difficile. J'essaie de trouver peut-être un lien pour vous mettre dans la vidéo si je trouve. Je mettrai ça, peut-être un lien en fin de vidéo. En dessous de la vidéo dans les commentaires pour que vous puissiez jeter un coup d'œil au niveau de la calculation des points. Ensuite, on nous parle de Google Trends pour évaluer la tendance. Bon, il y a un article aussi sur la boutique qui parle de ça, enfin sur le blog de Webax qui parle de ça. Donc ce qui est bien avec je vous montre un petit... qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ouais. Ici, vous voyez, en fait, ils ont fait... Vous voyez ce graphique, ça représente la recherche, par exemple, pour un produit lors de la Saint-Valentin, par exemple. Enfin, là, c'est pour la Saint-Valentin, en l'occurrence. Donc, vous voyez les pics qui se passent. En fait, c'est chaque année, il y a un pic sur la requête. Donc, à quoi ça sert, en fait, ce Google Trends? Ça sert à observer la tendance. Ça sert à observer si un mot-clé, par exemple, il est recherché, si une expression, elle est bien recherchée, pour savoir si vous devez l'intégrer à votre site, si vous devez chercher à vous positionner sur ces termes. Concrètement, dans la réalité, comment ça peut être utilisé? Je ne sais pas si par exemple vous voulez vendre je sais pas, des vélos par exemple. Vous allez regarder dans Google Trends, vous faites une petite recherche sur vélo tout terrain, vélo électrique et vous regardez les courbes. Peut-être que si vous cherchez vélo électrique, vous allez voir une courbe qui va être montante et là il y aura certainement peut-être un intérêt. Peut-être que vous allez voir vélo, je sais pas, pliable peut-être. Il y aura peut-être aussi un intérêt. C'est juste que la courbe peut vous donner aussi un indice si le mot-clé est intéressant pour deux choses. Un, pour l'intégration des mots dans votre référencement, mais aussi
pour votre business, pour savoir si vous devez appuyer en fait cette partie-là dans votre activité. Ensuite, ouais, donc bon, toujours pour Google Trends, donc c'est un service qui vous permet d'anticiper les zones chaudes, là, mais là, il n'y a pas de miracle, hein. On sait que bah, voilà, dans la période de Noël, les gens ils tapent plus souvent Noël, etc. À Pâques, ben, ils vont taper Pâques, Saint-Valentin, Saint-Valentin. Ça, c'est des choses qui sont, on n'a pas besoin de vous expliquer ça. Euh, mais c'est un outil qui est intéressant en termes de statistiques. Ensuite, on va parler juste encore un petit peu de moteurs de recherche, sur lesquels moteurs il faut se référencer. C'est marrant parce qu'on parle de mots-clés, puis d'un coup on parle de moteurs de recherche sur lesquels il faut se référencer. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que si vous regardez en fait pour la... Bon, là, il parle pour la France. Vous voyez, en fait, Google, là, il représente par exemple... si vous voyez ici, c'est 92% du trafic. Donc, autant dire quasiment presque tout le trafic. Et puis là, si on regarde en fait sur la partie Amérique, donc la partie en Amérique, aux États-Unis, eh bien, Google, c'est seulement 67,6%. Ce qui veut dire qu'environ Microsoft a carrément 20% de part du marché. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'aux États-Unis, Bing eh ben, est plus développé que sur le marché francophone, quoi. Est-ce que ça change quelque chose pour chez nous en fait? Là, dans le cas présent, j'ai envie de dire, est-ce qu'on s'occupe de Bing? Concrètement, sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, on va s'occuper plutôt de Google. Et puis, ben, ceux qui ont le temps de s'occuper de Bing, tant mieux. Mais je pense déjà, rien qu'avec Google, je pense qu'il y a déjà de quoi faire. Et aujourd'hui, vu les parts qu'ils ramènent, enfin, la part de marché qu'ils représentent, 92% en France, 94% en Allemagne, 96% en Espagne et 93% au Royaume-Uni. Donc, vraiment largement dominant. Et puis bah, finalement, j'ai déjà fait arriver au bout de ce chapitre. Ensuite, on va passer, ça sera pour la prochaine fois, mais je vous montre déjà. Donc ça sera le SEO en pratique. Donc j'ai pas lu, mais c'est bien écrit pratique. Donc j'espère vous donner vraiment quelque chose de concret pour la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.